Et comme de coutume, par une brève présentation en 5 minutes des travaux d'un doctorant, Christophe Dessert, ici, qui fait sa thèse avec Michel Piroton et Pierre Archambault sur un sujet plus ou moins en lien avec les bananes, l'hydrologie, donc qui se passe en amont des ouvrages, dans le but de prévenir les événements extrêmes. Je te laisse la parole dès que j'ai eu fait 30 ans. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christophe Dessers, je suis étudiant doctorant à l'Université de Liège dans le groupe HECE. Et donc, ma thèse, c'est justement sur l'hydrologie et l'approche multimodèle. Et donc ici, je vais vous montrer l'intérêt finalement d'une modélisation hydrologique comme outil d'analyse des événements extrêmes. Pour vous illustrer cela, je vais donc me focaliser sur les événements de juillet 2021, de la crue de juillet 2021, et particulièrement sur le bassin versant de la Vesdre et de l'Amblève. Donc, comme vous le savez, il se situe à l'est de la Belgique, tel que représenté sur la carte. Donc, première chose que l'on peut observer sur cette carte, c'est qu'il y a 4 barrages présents. Donc, il y a 2 pour le bassin versant de l'Amblève et 2 présents pour le bassin versant de la Vesdre. Une deuxième chose, comme représenté avec les points rouges sur la carte. Une deuxième chose importante à noter, c'est lorsque l'on analyse les mesures de pluie effectuées aux stations représentées par les points bleus sur la carte, on peut, et que l'on trace également des courbes QDF, on observe que le volume de pluie tombé aux stations, pour certaines stations de la Vesdre, par exemple, sont 2 fois plus importantes que les pluies d'une période de retour de 200 ans. Lorsque l'on regarde sur la station de mesure à Butchenbach, donc pour le bassin versant de l'Amblève, on observe que l'on est sur une période de retour, des pluies avec des périodes de retour de plus ou moins 100 ans. Lorsque l'on analyse un peu plus en détail ces pluies et que l'on les regarde un peu plus attentivement, on regarde que finalement leurs spatialisations sont extrêmement localisées. Donc c'est des pluies extrêmement localisées, donc c'est un petit peu plus difficile à interpréter. Mais si la variabilité spatiale est importante, d'où l'intérêt pour modéliser et prédire les débits dans les rivières, d'utiliser des modèles hydrologiques qui, eux, seront également distribués ou semi-distribués pour capturer justement ce phénomène spatial. Alors pour ce faire, on utilise donc un outil qui s'appelle WOLF Hydro, donc c'est le module hydrologique du système WOLF, codé et développé par le groupe HECE. Il contient donc le modèle hydrologique est dit modulaire, donc on peut augmenter ou diminuer la complexité des modèles en fonction des besoins. Il contient également des types de modèles bien connus que l'on peut combiner entre eux. Il est également capable de faire des simulations et des optimisations semi-distribuées. La structure globale du modèle est représentée par le schéma ci-dessous. Donc, on peut avoir des pluies ou des températures, par exemple, en données d'entrée, qui, elles, seront soit distribuées, soit lumped. Celles-ci seront transmises à un module de production qui, lui aussi, peut être soit distribué, soit lumped, et représentera l'évolution, par exemple, des propriétés du sol, les interceptions, etc. Lui, ce module-là va donc distribuer en plusieurs couches, en différents types de modules de transfert. Et donc, ces différentes couches peuvent, par exemple, représenter des écoulements avec des temps caractéristiques différents. Le tout, en faisant le bilan, nous donne l'hydrogramme à l'exutoire ou au point que l'on souhaite évaluer.
Autre point également intéressant, c'est que Wolf Hydro est capable de prendre en compte des infrastructures anthropiques qui permettent donc les fonctionnements de barrages ou de bassins d'orage. Donc maintenant que l'on a ces outils hydrologiques, comment est-ce qu'on peut les utiliser? Eh bien, par exemple, pour les crues de juillet 2021, on peut les utiliser de deux façons différentes. La première, par exemple, comme on peut l'utiliser sur l'Amblève, car il y a beaucoup de stations et de mesures disponibles tout au long du bassin versant. Donc, on peut utiliser deux modèles différents, un modèle distribué, un modèle LUMP, par exemple, un modèle distribué à deux couches et un modèle LUMP tel que VHM, et voir les performances de ce modèle vis-à-vis des observations, et également tenter, via ces simulations, d'extraire des phénomènes hydrologiques prédominants lors de cette crue. Pour calibrer les modèles, on effectue une calibration semi-distribuée sur les 11 stations de mesure disponibles sur ce bassin versant. L'autre approche consiste par exemple, pour le bassin versant de la Vesdre, pour lequel bon nombre d'objets de mesure ont été soit arrachés, endommagés ou détruits lors de cette crue. Eh bien, ici, on a besoin de reconstruire, on peut utiliser un modèle hydrologique pour reconstruire finalement ce qui s'est passé. Vu que l'on ne sait pas exactement via des mesures ce qui s'est produit, on peut utiliser un modèle hydrologique pour reproduire ce qui s'est passé. Et pour ce faire, on peut envisager différents scénarios théoriques extrêmes, tels que, par exemple, lorsque l'on prend en compte pour un bassin versant parfaitement naturalisé, ou alors on peut prendre tel que représenté en rouge, ou alors tel que représenté en vert. On va enlever toute contribution, tous les débits qui vont rentrer dans les barrages. Pour ce faire, on doit utiliser un modèle plus simple. On le calibre en fonction des mesures disponibles et on propage ça dans tout le bassin versant pour reconstruire nos différents hydrodromes. Ce modèle hydrologique, une fois qu'il est obtenu, on peut le coupler à un modèle hydraulique, un modèle hydraulique 2D, l'utiliser par exemple en input pour avoir une simulation tout au long de la rivière de la Vesdre et donc avoir une évolution beaucoup plus précise de comment l'eau va se propager et évidemment également prédire les zones qui seront inondées par ces débits. Voilà. Ceci clôture ma présentation. Merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Présenter l'oratrice de ce soir. S'il y a des questions, vous pouvez les poser pendant le drink. Là. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Crémer, qui a obtenu son diplôme d'ingénieur civil géologue de l'Université de Liège en 1996. Et elle a ensuite brillamment défendu une thèse de doctorat en génie parasismique sur l'interaction sol-structure en 2001 à l'École normale supérieure de Cachan à Paris. Alors, après un bref passage que j'ai noté par le bureau Grèche, très bref, mais avéré, Cécile a travaillé quelques années en France et en Italie, dont un an au centre de recherche de la communauté européenne ISPRA, avant de rejoindre le bureau Lombardie en Suisse. Donc aujourd'hui, elle dirige la section infrastructure hydraulique du bureau Lombardie après avoir dirigé la section géotechnique jusqu'à l'année passée. Elle a pris part à plus d'une quarantaine de projets chez Lombardie. Je vais renoncer à essayer de les citer, il y en avait vraiment beaucoup, mais ça semblait vraiment très intéressant. Donc le groupe Lombardie, il compte à peu près 600 collaborateurs. C'est un bureau d'études qui se consacre principalement aux infrastructures de transport et aux ouvrages hydrauliques et qui est implanté sur 4 continents, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie et en Océanie. J'ai noté qu'il est notamment impliqué dans le projet Tsunami 2.0 en Australie. C'est un aménagement de pompage-turbinage. Il va être équipé de turbines de 2000 MW qui va permettre 175 heures, donc plus de 7 jours de stockage, ce qui représente donc 350 GWh d'énergie électrique. Je ne sais pas si des sortes de vendeurs en tête, mais c'est absolument un record du monde absolu en termes de stockage hydroélectrique. On avait ça en Europe, on serait beaucoup moins de problèmes, on va dire ça comme ça. Alors la conférence d'aujourd'hui, elle est dédiée au grand barrage, source d'énergie et de sécurité d'approvisionnement en eau, qui est devenue une spécialité donc,
de notre orateur. Et aujourd'hui, le changement climatique, la transition énergétique, l'augmentation de la population mondiale, le développement durable sont autant de raisons de se pencher sur la problématique de l'eau. Et les grands barrages sont des infrastructures majeures pour sa gestion, puisqu'ils permettent de stocker l'eau, de la distribuer de façon contrôlée et de l'exploiter, donc l'exploiter son énergie potentielle, notamment pour produire de l'électricité. Donc chaque grand barrage est unique, on verra dans quelques instants, et sa conception, la conception d'un grand barrage est un métier absolument passionnant, j'en suis convaincu, Cécile aussi, j'espère qu'elle arrivera à vous passionner autant que nous, où la technique doit tirer le meilleur parti d'un environnement naturel souvent fragile et très contraint. Alors aujourd'hui, après l'âge de la construction des grands barrages en Europe au milieu du siècle passé, plusieurs pays, dont l'Italie, ont décidé de donner un nouvel élan à l'exploitation de leur potentiel hydrologique. Ça passe par la rénovation d'ouvrages existants, mais aussi par la construction de nouveaux ouvrages. Donc c'est dans ce contexte que Cécile va nous expliquer, sur base de cas concrets, tirés de son expérience en Italie, la richesse et la complexité de la conception de ces ouvrages de génie civil, souvent hors normes. Cécile, je vous cède la parole sans plus attendre. Ben oui, comme ça, les gens. Ah, mais ça va, c'est bien. Si on fonctionne, j'ai l'écran et puis il y a un micro. On fait un essai, hein. Je pense que vous entendez bien s'il y a un micro. Allô? Oh, ça fonctionne mieux? Ok, c'est parfait. On pourrait la réduire. Je pense qu'on est bon. Ok. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous d'être venus aussi nombreux à m'écouter ce soir. Vous m'entendez bien jusqu'au fond de la salle? Ok, parfait. Je vois que c'est OK. Ok, aujourd'hui, donc, on va parler des barrages, des grands barrages. C'est une passion pour moi. Donc, comme Monsieur le Président vous a dit, en fait, je travaille dans le bureau Lombardie presque depuis 25 ans. Je vais vous demander également d'être compréhensif et clément. Donc, je parle italien tous les jours depuis 25 ans et donc mon français n'est plus parfait, vous allez vous en rendre compte. Voilà, ça va mettre un peu de piment dans la conférence. Voilà, tout fonctionne bien. Crise climatique, sécheresse. Bon, ce sont des thèmes dont on parle tous les jours en Europe et particulièrement évidemment en Italie. Il y a des conférences, des forums, les grands experts qui se rassemblent. Beaucoup de réflexions à ce sujet. C'est un réel problème. Ici, simplement quelques extraits des journaux. Quand j'ai fait la présentation, c'était le début du mois de mars, donc on était encore en hiver.
et déjà, les préoccupations, elles étaient là. Vous voyez des titres, la sécheresse dans le Veneto, déjà avec des indications de mesures anti-gaspillage, le Piémont où l'eau n'arrive pas, le delta du Pô, une préoccupation au niveau du delta du Pô qui se jette donc dans la mer Adriatique, avec le front de l'eau salée qui recule chaque année un peu plus à l'intérieur des terres. Maintenant, on est à 30 km à l'intérieur des terres. Et évidemment, ça crée énormément de problèmes au niveau de l'agriculture, des élevages. Un autre aspect qui est évidemment éloquent, c'est la diminution des neiges, le déficit donc du volume des neiges dans les Alpes. Est-ce que vous voyez mon pointeur? Ah oui, je suis retournée dans la flèche, mais c'est peut-être bien comme ça aussi. Ok, c'est parfait. L'index qui permet de quantifier donc, la quantité de neige et donc de l'eau, c'est le Snow Water Equivalent. C'est donc un index qui correspond à la quantité d'eau qui est stockée dans la neige. Ici, en bas à gauche, vous voyez un graphique qui se développe en fait sur une année, septembre, novembre, janvier. En axe vertical, donc c'est le Snow Water Equivalent, et vous voyez la tendance en noir. C'est en fait la mesure moyenne de cet index lors des années dans l'intervalle de 2011 à 2021. En rouge, par contre, c'est la tendance de cette année, donc au mois de mars, en fait, on avait déjà un déficit de 60%. Le même principe représenté ici sur la carte de l'Italie. Il s'agit donc des Alpes du nord de l'Italie. En rouge, toutes les zones donc, qui sont déjà affectées par une réduction de 60%. La sécheresse, quelques photos de l'année passée, des rivières dans le nord de l'Italie. Et ce sont des photos qui malheureusement se répètent et se répètent, des fleuves qui sont à sec. Tout ça donc pour vous dire que c'est un problème qui est bien réel, dont nous sommes tous conscients. En Italie, particulièrement le ministère des Infrastructures et des Transports, qui coordonne au niveau national la planification des ressources et des investissements. Dans les grandes priorités de ces investissements au niveau des ressources hydrauliques, deux grands points. Rendre les infrastructures primaires hydrauliques efficaces et résilientes. Donc, on parle des grands réseaux de distribution, des réservoirs, des grandes dérivations, en vue de s'adapter aux changements climatiques actuels, afin de garantir que ces crises d'eau qui sont désormais de plus en plus fréquentes puissent être surmontées en dépassant justement cette politique de l'urgence, donc qu'on puisse la gérer à long terme et pas uniquement agir au moment des crises. Deuxième point, planifier et mettre en œuvre les travaux d'entretien nécessaires, surtout pour la modernisation ou le maintien de la sécurité des grands et petits barrages et de toutes les infrastructures hydrauliques, récupérer et augmenter de la capacité utile et du transport, notamment pour avoir une réduction des pertes. En Italie, les réseaux de transport des eaux sont en très mauvais état, donc c'est également une grande priorité, c'est rénover, restaurer les réseaux actuels. En ce qui concerne par contre les grands barrages, premier point important, priorité nationale au niveau des financements, une nouvelle planification des réservoirs pour des usages multiples, donc pas uniquement une seule fonction, un seul usage du barrage, mais diversifier les fonctions et avoir des fonctions simultanées, en mettant l'accent bien sûr l'eau potable, l'irrigation, les usages hydroélectriques en particulier. Les usages hydroélectriques est une priorité évidemment dans les scénarios de crise internationale actuelle, pour assurer la stabilité du réseau, mais également développer ces réseaux hydroélectriques en considérant la compatibilité
avec les énergies non renouvelables mais non programmables. On entrera plus tard dans le détail et on verra ensemble comment justement l'hydroélectrique vient en support aux énergies renouvelables qui ne sont pas programmables comme le photovoltaïque ou bien l'éolien. Deuxième point, renforcer la numérisation des réseaux pour avoir des réseaux qui sont intelligents et qui permettent une meilleure gestion des ressources, éviter le gaspillage et l'inefficacité. Finalement, compléter et moderniser les grands barrages qui restent inachevés, en particulier dans les régions du sud de l'Italie. De grands ouvrages ont été commencés et puis ils ont été abandonnés. Il faut reprendre ces ouvrages, les terminer et permettre de profiter de leur capacité. En dessous, vous voyez simplement une liste des plans de financement qui ont déjà été décrétés par le gouvernement et qui sont attribués à certains grands ouvrages. Voilà, c'était simplement l'introduction. Vous comprenez donc que les barrages, évidemment, ont une fonction vraiment importante dans ce moment actuel. Donc, je vous propose comme agenda de la conférence 6 points. D'abord, un panorama des barrages en Italie. On va parler des différentes fonctions des barrages, des types de barrages, des différentes composantes. Et puis, on abordera le sujet justement de l'énergie renouvelable, transition écologique, qui est l'enjeu d'aujourd'hui. Et puis, pour terminer, c'est un métier passionnant et j'espère que je vous le transmettrai par des photos de chantier et de visite des lieux. Commençons par le premier point. Donc, panorama des barrages en Italie. Combien y a-t-il de barrages en Italie? Où sont-ils situés? Et quel âge ont-ils? C'est important pour comprendre ensuite tout le travail à faire sur ces barrages. Première chose sur laquelle il faut qu'on s'entende, c'est sur la définition. Qu'est-ce qu'un grand barrage? Un grand barrage est une retenue d'eau d'une hauteur supérieure de 15 mètres et ou un volume d'eau de retenue supérieur à 1 million de mètres cubes. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de ces grands barrages. À gauche, la distribution géographique, donc les triangles bleus, les grands barrages. Il y en a beaucoup. Il y a environ 500 grands barrages en Italie. Où sont-ils situés? Ils sont situés en particulier dans les Alpes. Ici, au nord de l'Italie, ce sont les Alpes, évidemment, pour profiter de la morphologie de montagne, évidemment. Et puis, tout le long de la botte de l'Italie, en suivant notamment les axes des Apennins. Il y a également beaucoup de barrages en Sicile et en Sardaigne. En rouge, ce sont les couleurs en fond. En fait, ça représente la classification sismique. Donc, l'Italie, vous savez, est un pays évidemment fortement sismique. En rouge, ce sont les zones sismiques avec les niveaux les plus élevés. Donc, évidemment, dans le dimensionnement ou dans la vérification des barrages, la composante de la vérification sismique est fondamentale. À droite, un historique en fait de la construction des grands barrages. Une ligne du temps qui va de 1900 à 2020 et un axe vertical, le nombre des grands barrages. Vous voyez en fait qu'en Italie, il y a eu 2 grandes périodes de construction de barrages. Une période située entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, et puis une période après la Seconde Guerre. En fait, vous voyez ici un point important qui montre un changement de tendance dans la construction des barrages. Il s'agit de la catastrophe du Vajont. C'est un très grand barrage en Italie. Il est encore sur pied actuellement. C'est un barrage de hauteur 260 mètres de haut. Une grande catastrophe qui est associée. Ça a fortement marqué les esprits de la population italienne.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand glissement de terrain sur la rive gauche qui a créé en fait une vague de plus de 50 millions de mètres cubes d'eau qui a surmonté la crête du barrage et qui a déferlé en fait sur la vallée en aval en emportant des villages entiers, le village de Longarone en particulier avec 2000 morts. Ça a vraiment touché très fortement les populations et il y a eu donc un ralentissement dans la construction des barrages. Actuellement, donc 525 barrages construits, mais avec une centaine qui ne sont pas utilisés à leur pleine capacité. Donc, vous comprenez en fait que le patrimoine des barrages en Italie a un certain âge. En fait, ils sont de 50 à même 100 ans. Il y a une centaine de barrages qui doivent être complétés, modernisés, restaurés. Donc, tout ça, ça fait qu'on a énormément de travail. Heureusement, c'est du travail passionnant. Ici, mais simplement pour les gens intéressés, on ne va pas s'arrêter. Quelques noms des grandes commissions nationales et internationales qui s'occupent des barrages. En Italie, notre référence est l'ITCOLD, il Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe. C'est un comité, parfois je vais parler en italien. C'est un comité qui est très, très actif. Il y a beaucoup de conférences, j'en suis membre, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec eux. Ils organisent des workshops, ils rédigent des lignes guides. Et ça donne un ferment très, très dynamique au niveau de l'Italie. La liste des normes principales, je ne m'arrête pas. Voilà, le deuxième point, la fonction des barrages. C'est assez simple, hein, vous les connaissez très certainement, mais je pense que c'est important quand même de les passer en revue ensemble. Ça permettra d'éclaircir ensuite le reste de la présentation. Est-ce que les barrages peuvent remplir plusieurs fonctions? La réponse, bien sûr, est oui. Ici, la liste des principales fonctions des barrages avec en pourcentage d'utilisation. Le plus élevé, c'est l'hydroélectricité au niveau italien. Je vous rappelle que l'Italie n'a pas de production nucléaire. Irrigation, agriculture, alimentation en eau, usage domestique ou bien industriel, écrêtage des crues, très important, fonction récréative, et ensuite les barrages à but multiple. Commençons simplement avec la fonction, disons, essentielle, évidente, l'eau, l'irrigation, l'agriculture, des principes vraiment élémentaires, surtout devant un public d'hydrologie et d'hydraulique. Donc, les précipitations vont en grande partie dans les océans et dans les mers, et il n'y a qu'une portion très limitée qui s'infiltre et qui approvisionne les nappes phréatiques. Avec le changement de climat actuel en Italie, de plus en plus, les pluies sont caractérisées par des événements météorologiques extrêmes, comme vous avez malheureusement vécu en Belgique, avec de très fortes précipitations qui sont concentrées en un laps de temps extrêmement court et qui donc ne permettent pas l'infiltration et la recharge des nappes phréatiques. C'est particulièrement le cas en Italie. Les barrages, donc, s'ils sont bien construits, bien conçus, permettent de stocker l'eau pour permettre de répondre à ces besoins d'approvisionnement. Ils permettent donc d'ajuster les variations des cycles hydrologiques et de pouvoir approvisionner avec régularité également pendant les périodes de pénurie. Deuxième fonction, l'hydroélectricité. La production constante d'électricité exige un débit qui ne soit pas variable comme il est sur les fleuves et qui soit évidemment disponible au moment voulu. La création des barrages permet justement de résoudre ces deux problèmes. L'eau qui est accumulée dans le réservoir et dérivée dans les conduites, qui l'amène à l'usine. Elle actionne ensuite une turbine qui entraîne un alternateur et qui produit l'énergie électrique.
L'hydroélectricité est la plus grande source d'énergie renouvelable au monde. Elle permet également de produire rapidement en fonction des pics de demande. Lorsque les usines sont conçues donc pour travailler en modalité réversible, donc modalité réversible, ça veut dire donc pompage et turbinage, comme le système de Caux ici en Belgique, donc un système qui est formé de deux réservoirs, un réservoir inférieur et un réservoir supérieur. Le système donc permet de turbiner, donc avec l'eau qui passe du réservoir supérieur au réservoir inférieur et qui produit de l'électricité, mais peut également pomper. Et donc, lorsqu'il y a une demande faible d'électricité, on peut profiter de l'énergie, par contre, produite par d'autres productions renouvelables comme le voltaïque ou bien l'éolien, justement, utiliser cette énergie pour reporter l'eau dans le bassin supérieur et donc stocker cette énergie. Il s'agit donc d'une batterie. Et en effet, l'hydroélectrique est pratiquement le seul moyen de stocker l'électricité de façon économique. Ok, ici simplement une photo de la centrale de Carona qui fait partie du complexe hydroélectrique de la Val Brembana, au nord de Bergame, dans les Alpes. Le gestionnaire, c'est Enel Green Power, qui est évidemment un client important pour nous. Puissance de turbinage 40 MW, c'est une petite centrale. Vous voyez quelques photos. En général, ce sont des très beaux bâtiments quand ils ont été construits, notamment dans les années du style Liberty. Vous voyez la salle ici, la salle des turbines de l'époque, qui évidemment n'est plus utilisée. Il y a une nouvelle salle avec des nouvelles turbines. Toujours sur le même complexe, vous voyez ici à gauche, en fait, c'est une carte des sentiers de trekking. Ce sont les Alpes. Vous voyez, en fait, il y a presque une dizaine de lacs qui se trouvent, en fait, dans les altitudes de 1800, 2000, 2100 mètres d'altitude. Ce sont tous des lacs artificiels. Ce sont des lacs qui attirent également beaucoup de touristes. Et tous ces lacs, en fait, sont connectés entre eux par des conduites. Donc, les eaux qui sont stockées sont rassemblées par ces conduites et sont collectées vers un lac qui est le lac Sardignana ici, qui récolte toutes les eaux. Il s'agit donc du réservoir de mise en charge. C'est de ce lac que part la conduite blindée principale qui descend vers la centrale de Carona, que je viens de vous montrer précédemment. Donc, qui profite en fait d'un dénivelé d'environ 1000 mètres. Voilà. Là, c'est la fresque, toujours dans la salle des turbines, qui montre un peu le fonctionnement de ce complexe. Vous voyez les différents lacs aux différentes altitudes, les différents cours d'eau, vallées, la connexion et les centrales. En fait, il s'agit uniquement, ce que je viens de vous montrer, il s'agit uniquement d'un saut de dénivelé. Mais sur le fleuve Brembo, la rivière, le ruisseau qui devient ensuite rivière, avant qu'il ne se jette dans la rivière Ada et puis dans le Pô, en fait, est utilisé par 5 centrales. Donc, on utilise tous les dénivelés en chaîne successive. Voilà quelques photos du barrage de Sardignana, qui est donc celui qui collecte toutes les eaux. C'est un barrage qui a quelques années, plus que quelques années. Donc un paysage tout à fait de montagne. Vous voyez le pont, l'évacuateur de crue, le canal, le lac, la maison du gardien, mes collègues, je photographie mes collègues. Voilà, quand on a fait donc la visite, la cabine du funiculaire ne fonctionnait pas et donc ça a été également un beau trekking pour y arriver. Ça fait partie du métier et c'est chouette. Voilà, quand on donc visite un barrage, on visite également ses galeries.
Je vous expliquerai pourquoi les barrages ont beaucoup de galeries à l'intérieur du corps du barrage. Ça nous permet de vérifier les infiltrations, de vérifier les pressions des eaux. Et donc, bien sûr, on les visite et on vérifie tous les instruments d'auscultation. En bas, par contre, c'est la conduite blindée donc, qui amène l'eau du barrage de Sardignana à la centrale de Carona. Ok, venons-en à la fonction écrêtage des crues, lamination. Les barrages qui sont conçus pour travailler uniquement en écrêtage, en fait, sont vides. Qu'est-ce que ça signifie écrêter les crues? Cela signifie donc diminuer le débit maximum de la rivière pendant une cycle. Ils sont donc vides à l'arrivée de la crue et ils se remplissent pour empêcher l'eau de poursuivre sa course et donc d'aller inonder les vallées et les populations en aval. Le volume qui est stocké est restitué à la rivière après le passage de la crue. Alors, très simplement, le principe est vraiment élémentaire. En rouge, le débit entrant, en bleu, le débit sortant. La coupe transversale schématique d'un barrage. Il y a la crue qui arrive, qui remplit le barrage. Le percu du barrage, s'il est complètement ouvert, permet évidemment de transmettre un certain débit. Et en fonction de la dimension de la conduite et de la hauteur piézométrique en amont, elle délivre un certain débit, mais qui est évidemment beaucoup plus faible que le débit de l'intempérie, des intempéries. Ici, un graphique élémentaire pour les hydrologues. Le débit en fonction du temps, donc pendant un événement extrême. En rouge, vous voyez en fait la courbe de débit dans une situation où le barrage est inexistant. Donc, évidemment, le débit augmente, atteint un pic maximum et puis diminue. Si le barrage est là et s'il joue son rôle de laminage, il permet évidemment de passer de la courbe rouge à la courbe bleue et donc, en fait, d'aplatir la courbe et de l'étendre sur le temps. Un exemple, ici, c'est une étude de faisabilité qu'on a fait sur un petit village, le village de Bitti en Sardaigne, dans l'intérieur des terres en Sardaigne. En fait, vous voyez le village ici. Ce village se trouve à la confluence de deux ruisseaux qui sont en fait pratiquement à sec pendant toute l'année, sauf quand il y a des événements de grosses pluies. Et à ce moment-là, les inondations sont très fréquentes. Le réseau d'égouts n'est pas dimensionné avec une capacité suffisante. La même chose pour les canaux et les conduites. L'étude de faisabilité, en fait, prévoit la réalisation de deux barrages. Vous les voyez ici. Est-ce que vous voyez bien mon pointeur? Vous n'avez pas de problème pour me suivre? OK, parfait. Donc, deux barrages, vous voyez les axes ici, en amont sur les deux cours de la rivière. Quelques photos de l'inondation de ce village en 2020. Malheureusement, voilà, c'est ça qui se passe. Sujet plus léger, fonction récréative. Évidemment, les lacs peuvent également être très attrayants et donc permettent d'attirer le tourisme, permettent différentes activités, la pêche, le canotage, les baignages, enfin toutes les activités nautiques. Donc, ça participe également au développement économique de la région. Ils peuvent servir également, et c'est le cas en Italie, dans les Alpes, pour la production de la neige artificielle. Voilà, nous avons vu les fonctions principales. Deux mots donc sur les barrages à usage multiple, parce que maintenant, c'est la tendance actuelle et c'est des directives également au niveau national. En général, ils sont construits pour un usage principal, mais très souvent, ils peuvent remplir plusieurs rôles, et parfois simultanément. Un barrage hydroélectrique est également un lieu d'activité touristique.
mais il peut également, si des accords contractuels sont pris entre les administrations régionales et le gestionnaire de l'ouvrage, il peut également écrêter les crues. Il faut pour cela un système intégré de gestion de l'eau qui contrôle le stockage et les relâches des principaux barrages du bassin fluvial. La réglementation italienne prévoit deux types de laminage, le laminage statique et le laminage dynamique. En fait, le laminage statique définit des niveaux maximum de retenue d'eau constants et définis pour chaque mois de l'année. Donc, le niveau d'eau du réservoir est maintenu à une cote inférieure par rapport à sa capacité maximale, de façon à disposer pendant les périodes de forte pluie d'un volume de stockage. Ici, vous voyez des indications qui sont contenues dans un contrat du plan de laminage statique du barrage de Maccheronis. Les niveaux maximaux que le gestionnaire peut atteindre sont variables en fonction des mois. Évidemment, pendant les périodes où il y a le plus de risques d'intempéries, le niveau est plus bas pour maintenir un volume vide plus grand. Ça peut évidemment être un conflit entre le gestionnaire et entre les administrations locales. Donc, c'est extrêmement important qu'il y ait un contrat, un accord contractuel qui définisse ce plan de laminage. C'est un contrat qui est pris avec le gestionnaire, les administrations, avec également la Direction générale des barrages et la protection civile. Étant donné que le laminage statique est très peu flexible, puisque les cotes de la retenue sont déterminées a priori. On peut également appliquer un laminage dynamique. Et donc, en fait, en cas d'alerte météo et de façon préventive, une certaine quantité d'eau est relâchée en aval de façon à libérer le volume du réservoir qui est alors prêt à accueillir l'afflux. En Italie, les choses fonctionnent de cette façon. L'Institut météorologique transmet aux différentes autorités les prévisions météo qui ont une fiabilité de 3 jours. Évidemment, il y a des classes et de seuils d'alerte, jaune, orange, rouge. Quand on est en seuil d'alerte, le gestionnaire doit rappeler tout son personnel. Ils sont tenus à effectuer les manœuvres de délestage du barrage. Voilà. Avant de commencer le troisième, tenter avec de l'eau. Voilà. OK. Bon, on a déjà parcouru un bon chemin. Je vous propose de parler un peu des types de barrages et de leur fonctionnement. Là aussi, vous savez, il y a différents types de barrages, mais c'est bien peut-être, je pense, de les voir un par un ensemble pour en fait comprendre quels sont les choix et les critères du choix d'un barrage plutôt que d'un autre en fonction du site, de la forme de la vallée, des caractéristiques de ses fondations. Avant ça, c'est important de définir des concepts vraiment extrêmement simples. Un barrage, qu'est-ce que c'est? C'est une retenue d'eau qui doit être étanche. C'est une retenue d'eau, donc le barrage doit être capable de résister à la poussée de l'eau et il doit bien sûr être étanche. Okay. La poussée de l'eau, très rapidement, les forces et les actions en jeu. Vous avez bien sûr le poids du barrage en lui-même, force P qui s'applique au centre de gravité. Vous avez la poussée de l'eau, l'action principale en amont, donc qui applique une pression de forme triangulaire sur le parement. Si vous avez des sédiments qui sont déposés dans le fond, vous avez également la poussée de ces sédiments, poussée au repos des terres. S'il y a de l'eau en aval du barrage, vous pouvez avoir également une pression hydrostatique en aval, mais qui en général est une composante favorable à la stabilité et donc en général on n'en tient pas compte.
Une composante extrêmement importante qui peut changer fortement la stabilité du barrage, c'est la sous-pression de l'eau sous la fondation. Sous-pression de l'eau qui est donc causée par l'infiltration de l'eau dans le massif rocheux. Donc, il y a un réseau de filtration qui s'instaure en fondation et qui applique une pression qui, en fait, est disposée vers le haut et tend à soulever. Et donc, en général, on utilise un diagramme de pression simplifié triangulaire. Vous imaginez qu'il n'y a pas d'eau en aval, donc en amont, vous avez une pression d'eau qui est égale à la hauteur de la colonne piézométrique et un diagramme qui va vers zéro en distribution linéaire. Il y a bien sûr les effets sismiques dynamiques. Si on est dans une zone tremblement de terre, évidemment, tous les effets dynamiques, donc les inerties des masses, doivent être pris en considération. Le poids du barrage, le poids de l'eau, l'interaction de l'eau sur le barrage. OK, fonction étanchéité. Étanchéité du barrage en lui-même. Si on est en situation de barrage béton, le béton joue le rôle de l'étanchéité. Si par contre c'est un barrage en remblai, il faut soit un noyau central constitué d'argile, et si l'argile n'est pas disponible dans les environs, à proximité du barrage, alors on doit disposer d'un masque sur le parement amont qui peut être en bitume, en béton renforcé ou bien une membrane imperméable. L'étanchéité des fondations, le massif n'est jamais complètement imperméable. En fonction du type de massif, évidemment, il est plus ou moins imperméable. Quoi qu'il en soit, il faut pratiquement toujours réaliser un voile d'étanchéité, ici, qui est en général réalisé par des injections de coulis de ciment ou bien des parois moulées, des colonnes de jet ou bien des parois en bout bentonique. À l'aval de ce voile d'étanchéité, on réalise également un voile de drainage. Ce voile de drainage, en fait, ce sont simplement des perforations, des trous en aval du voile d'étanchéité. Et ce voile permet de dissiper les pressions hydrostatiques sous la fondation du barrage et de contrôler l'évolution de la filtration. Il y a également une galerie au pied amont du barrage, d'où partent donc le voile d'étanchéité et le voile de drainage. La galerie permet de recueillir l'eau qui percole dans les drains et de mesurer les débits. Il permet également de mesurer les pressions, les sous-pressions au niveau de la fondation. Et si les débits et les pressions mesurées sont trop importants, on peut ensuite, lors de l'exercice du barrage, les réintervenir et donc renforcer les injections ou bien forer de nouveaux drains. Les grandes familles de barrages, donc barrage béton, barrage en remblai. Dans les barrages béton, barrage poids, barrage voûte, barrage à contrefort. Au niveau mondial, ce sont les barrages en remblai qui sont les plus nombreux. Ils ont évidemment une technique de fabrication qui est tout à fait antique, donc ce sont les barrages les plus pauvres au niveau de la technologie de construction. En Italie, par contre, ce sont les barrages poids qui sont très certainement les plus nombreux. Commençons par les barrages en béton. Donc, 3 types de barrages en béton. Ils se distinguent par leur forme, la nature de leur système statique et leur manière de s'opposer à la poussée de l'eau. Ils sont généralement constitués de béton de masse, donc ils ne sont pas armés. Ils peuvent être construits avec une cadence élevée. La géométrie du barrage est optimisée de façon à éviter l'apparition des tractions dans le béton, puisque le béton n'est pas armé. Donc, on travaille en compression, en tout cas quand on travaille en statique. En dynamique, on accepte évidemment un peu de traction, mais pas en statique.
Distinction entre barrage poids contrefort voûte. Barrage poids résiste à la poussée de l'eau uniquement par son poids propre. Le barrage à contrefort résiste également par son poids propre, mais sa conception, puisqu'il est constitué de contreforts, permet évidemment de diminuer le volume de béton. Il faut qu'il y ait évidemment un masque qui soit à l'amont et qui donne l'étanchéité. Ce sont des barrages qui actuellement ne sont pratiquement plus réalisés, principalement par le fait que ce sont des barrages qui en fait sont extrêmement vulnérables pendant les tremblements de terre. Vous imaginez simplement un ensemble de contreforts parallèles. Si vous avez un tremblement de terre qui arrive avec une composante dynamique transversale, évidemment, ces parties résistent très mal et supportent également très peu les déformations. Le barrage voûte est un barrage avec une structure à 3 dimensions, en arc. Il présente donc une forte courbure en plan et il permet donc de transmettre une partie importante des efforts sur les flancs de la vallée. Voyons un peu plus en détail chaque type de barrage béton. Ici, un schéma très simplifié d'un barrage poids. Donc, le barrage poids est massif, pratiquement sans aucun vide à part les galeries de drainage, comme on a vu. Le parement amont est vertical ou bien légèrement incliné, en général de 0 à 5%. Par contre, le parement aval est incliné avec un fruit qui est en général autour de 75 à 80%. Cette géométrie en forme de triangle permet donc de résister par son poids propre, aussi bien donc au renversement. Donc ça, c'est la vérification évidemment en rotation, qu'en glissement, grâce au frottement évidemment qui existe à l'interface du contact de la fondation et du barrage, et également à l'intérieur du béton au niveau des reprises de béton. Un barrage poids est constitué de plots, donc on les construit par plots. Ils ont en fait une largeur plus ou moins de 15-20 mètres. C'est une largeur en fait qui permet de ne pas avoir de problème excessif de fissuration quand on pile le béton. Il y a bien sûr des joints de dilatation entre ces blocs. Ces joints de dilatation sont en effet des joints de retrait qui permettent de s'ouvrir lorsque le béton refroidit lors de sa construction, mais permettent également au barrage de respirer pendant son exercice et en fonction des saisons. Donc l'hiver, quand il fait froid, le béton se rétracte et donc le joint s'ouvre. Il y a évidemment des systèmes d'étanchéité, donc des bandes de water stop qui sont positionnées le long du parement amont du barrage. La statique d'un barrage poids donc, est basée sur 3 principes, je l'ai déjà dit. Le poids propre qui s'oppose à la poussée de l'eau. Le bloc qui est stable en lui-même, donc en fait, il est capable de résister à la poussée de l'eau tout seul en direction amont-aval. Il n'y a pas de transmission des forces en latéral. Et le béton, étant donné qu'il n'est pas armé, le barrage doit être conçu pour qu'il n'y ait pas de développement de traction dans son dimensionnement statique. Ici, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est des formules très simples. C'est simplement un équilibre statique en fait, du triangle fondamental. Ce sont des théories qui remontent au début des années 900, mais qui sont en fait toujours d'actualité pour le moment. Et c'est toujours bien de retourner vraiment aux grands principes de base pour bien comprendre le fonctionnement de l'ouvrage qu'on projette, et ça reste toujours évidemment une référence. Des règles extrêmement simples qui permettent de définir pratiquement tout de suite quelle est la pente du parement aval pour que le barrage soit stable. OK. Quelques photos. Barrage poids de Combinanovo, hauteur 73 mètres en Sardaigne. C'est un projet de détail qu'on a fait il y a plus ou moins 2 ans. Une région magnifique
dans un village qui s'appelle Orgozolo. Je ne sais pas si vous le connaissez, en fait, c'est le village qui a accueilli pendant une dizaine d'années en fait, un grand bandit qui est allé à Messine, qui se cachait dans les collines. Maintenant, il est en prison depuis l'année passée. Mais quand on allait là, on savait qu'il était là. Parce qu'il se cachait dans une des collines, vraiment en face du barrage. Et quand on allait, moi j'allais toujours dans une espèce de petite auberge, en fait, on sentait très très bien que la population locale, en fait, le protégeait. Pour les petites anecdotes. Par contre, si vous avez l'occasion d'aller en Sardaigne, ça vaut la peine d'y aller parce que c'est un village où il y a, c'est le village des fresques, des murales, des fresques. Il y a les peintres qui vont là-bas pour dessiner, peindre sur les façades des maisons et pour transmettre un peu des messages. C'est révolutionnaire, mais un peu quand même. C'est très intéressant. OK, voilà. Bon, ce barrage, donc, vous voyez, barrage poids, vu en plan, il a une petite composante de courbure. Son profil en long, l'évacuateur de crue ici, sur la crête, les galeries, la galerie au niveau de la base de la fondation, le massif rocheux, vous voyez qu'il y a pas mal de discontinuités géologiques, il y a également des failles. Ici, en fait, vous voyez le profil des injections du voile d'étanchéité. Le modèle qu'on a fait aux éléments finis. Bon, moi, je suis en fait ingénieur géologue géotechnique, donc je me suis occupée pendant des années également des modélisations. Et là, c'est notamment un des modèles 3D. Le barrage, 3D, évidemment, le terrain avec toutes ses caractéristiques géologiques, la modélisation des éléments principaux qui permettent de reproduire le comportement. Donc, vous voyez ici, par exemple, les interfaces entre les blocs. Un autre barrage, ici, c'est un barrage au Pérou, dans les Andes, le barrage Cerro de l'Águila, hauteur 88 mètres. Réalisé, construit, maintenant rempli. Ici, vous voyez le modèle en 3D réalisé au bureau. La particularité ici, c'est qu'il est construit en béton BCR, béton roulé compacté. Donc, c'est un béton qui n'est pas mis en place par coulage et vibration, mais par étendage des couches. C'est un béton qui a un contenu de ciment plus faible et qui est plus sec, et donc qui permet d'être mis en place avec des technologies très similaires au barrage Tremblay. OK. Barrage contrefort, très rapidement, comme je vous ai dit, pour le moment, en tout cas, on en dimensionne très peu. Les contreforts peuvent avoir différentes formes. La tête peut varier. Ça peut également être des voûtes. Étant donné évidemment que son poids est inférieur, il faut incliner un peu le parement amont de façon à profiter en fait de la composante verticale de la poussée de l'eau pour permettre de résister aux forces. Vulnérable en cas de séisme. Et donc, moi, en fait, personnellement, en Italie, je n'ai jamais suivi le dimensionnement d'un barrage en contrefort. Un exemple et quelques photos, parce que c'est un barrage qui a malheureusement une malheureuse histoire. Un barrage à voûte multiple du Gréno dans les Alpes, hauteur 52 mètres, réalisé en 1923. Il est beau, mais il n'existe plus dans sa partie centrale. Lorsqu'il a été rempli, lors du premier remplissage, en fait, la partie centrale s'est rompue. Parce que la fondation n'était pas suffisamment résistante. Évidemment, les pressions qui s'appliquent au sol en base des contreforts sont beaucoup plus élevées que si on est dans un cas d'un barrage poids massif complet. Barrage voûte, c'est le coup. Ça fait beaucoup en avance. Barrage voûte, les barrages voûte, voilà, comme on a dit, c'est la Rolls-Royce des barrages, oui. C'est les barrages les plus nobles, disons. C'est les barrages les plus nobles, c'est ceux qui utilisent et optimisent évidemment le mieux la matière.
Les barrages voûtes sont donc incurvés dans le plan. Moi, je me positionne en amont, hein. Je suis dans l'eau. Du fait de sa courbure, la poussée s'applique évidemment sur la voûte. Il travaille évidemment en arc, donc compression. Les compressions vont s'appliquer au flanc de la vallée. Donc, les rives et les flancs doivent être constitués de roches extrêmement compétentes et résistantes. Alors, en fonction de l'épaisseur de la voûte, il y a un comportement qui peut varier d'un comportement uniquement voûte et donc uniquement en arc. Si la voûte est très mince, on ne reporte des efforts que sur les flancs. Si par contre, son épaisseur est plus importante, il y a également un comportement de résistance, poids et donc console. Donc, chaque barrage est étudié. C'est un dimensionnement relativement complexe. La définition de la géométrie d'un barrage voûte est difficile. Ça pourrait être le thème d'une prochaine conférence. Aujourd'hui, on ne l'abordera pas. On n'a pas le temps. Ce sont des belles structures. Il y a des barrages qui ont uniquement une voûte en plan, donc un seul rayon de courbure. Ces barrages, en fait, ne s'appliquent que dans des vallées très particulières, les vallées étroites et en nu. Si par contre la vallée est plus étendue, il faut qu'on aille vers des géométries qui combinent en fait des rayons différents en fonction de la hauteur du barrage, avec différentes conceptions. En fait, c'est trop difficile de l'expliquer comme ça. Mais en fin de compte, en fonction donc des critères géométriques qu'on applique et qui doit s'adapter au mieux à la vallée, en général, on obtiendra un barrage à double courbure. Donc, courbure aussi bien en plan, mais courbure également en verticale. Les barrages voûtes sont construits également en plots juxtaposés, donc comme les barrages en point. Vous avez la vallée, ce sont des blocs, des plots. Évidemment, les joints, dans ce cas-ci, doivent être remplis par du lait et du ciment, ils doivent être injectés. On doit évidemment claver la voûte. Ceci pour permettre la transmission des efforts horizontaux. Il faut évidemment beaucoup moins de béton. Le matériau est mieux utilisé. Il sollicite de manière importante la fondation et les flancs, surtout les flancs de la vallée, qui doivent être résistants et peu déformables. Ce sont les critères principaux. Et on ne peut penser à un barrage voûte que dans des vallées relativement étroites. On a un peu une règle qui nous guide en fait le rapport. Le rapport qui s'appelle l'élancement du barrage, donc qui est simplement la longueur des lorgnies de couronnement divisée par la hauteur du barrage. Ce coefficient d'élancement doit être inférieur à 4 ou 5 pour pouvoir penser à disposer d'un barrage voûte. Voilà, quelques photos. Barrage de Flumendosa à gauche en Sardaigne, 110 mètres. Barrage de Zeusier dans le Valais, 156 mètres. Barrage de Piantelesio dans les Alpes. Dernier type de barrage, barrage en remblai. Donc, on a vu les barrages en béton. Maintenant, rapidement, les barrages en remblai. C'est un type de barrage complètement différent qui, dans ce cas, a un comportement beaucoup plus géotechnique. Ils sont en général constitués de matériaux granulaires naturels meubles qui sont prélevés dans la proximité du lieu de construction. Il y a deux catégories, les barrages en terre, donc qui sont en général constitués des sols naturels meubles qui sont prélevés des gravières, ou bien des barrages en enrochement qui sont constitués de matériaux qui proviennent de carrières, matériaux concassés, donc de pierres. En général, maintenant, on fait des barrages zonés avec plusieurs matériaux qui sont répartis en zones à l'intérieur du corps du barrage. La partie centrale, comme vous voyez ici,
est en général constitué des matériaux les moins nobles, des terres. Les caractéristiques mécaniques ne doivent pas être élevées. En fait, ils travaillent très peu, ils sont simplement au centre du barrage, alors que les zones sur les flancs demandent des caractéristiques mécaniques évidemment plus élevées, surtout pour les vérifications en fait, du glissement des parements. Si on utilise de l'enrochement, en fait, ça permet d'avoir des pentes des parements qui sont moins inclinées, donc qui sont un peu plus raides et permettent de réduire les volumes, parce que les volumes, là, dans les barrages en remblai, augmentent très fortement. Donc, une petite augmentation des pentes permet de réduire fortement les volumes. OK. L'étanchéité des barrages en remblai, donc il faut soit un noyau argileux, et si l'argile n'est pas disponible, comme on a déjà dit, un masque en amont, bitume ou bien béton. Alors, au niveau du dimensionnement géotechnique, il y a toute une série de vérifications qui doivent être faites. Donc, de la géotechnique, stabilité statique, dynamique, donc sécurité ou glissement, des parements aussi bien amont qu'aval, durant les différentes phases de construction, d'exploitation, de vidange rapide, quand il y a des pressions à l'intérieur du barrage qui ne se sont pas encore dissipées, comportement dynamique, tremblement de terre. Le calcul des filtrations en fondation et à l'intérieur du remblai. Il faut dimensionner des mesures pour la limitation des gradients hydrauliques et donc dimensionner la granulométrie des couches qu'on appelle drains ou filtres qui permettent d'éviter des phénomènes d'érosion interne par entraînement des particules. En fait, entre une zone en particulier d'enrochement et de terre, donc qui ont des perméabilités complètement différentes. Il faut aller insérer des zones en fait qui s'appellent de transition de perméabilité, donc des drains et des filtres, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de phénomène d'entraînement des particules et qui vide en fait le remblai de sa matière. Il faut évaluer le potentiel de liquéfaction des terrains de fondation si on est dans une zone sismique. Il faut déterminer les conditions optimales et donc la teneur en eau pour le compactage de l'argile. Et il faut faire évidemment toutes les vérifications d'étassement pendant la construction, lors du remplissage, en service. Et donc, dans ces cas-là, on utilise éventuellement des lois de comportement mécanique de la géotechnique assez approfondies. Les grands avantages des barrages en remblai, c'est qu'en général, les matériaux se trouvent directement à proximité du lieu de construction du barrage. La mise en œuvre est fortement mécanisée, les cadences de production très importantes, même si en contrepartie, évidemment, les volumes sont très importants. La sollicitation et les contraintes au niveau des fondations sont plus faibles. Et surtout, c'est un type de barrage qui ne craint pas l'étassement. Et donc, qui peut être construit également dans des vallées qui ont des épaisseurs d'alluvion importantes. On ne peut pas construire un barrage béton sur une vallée qui a des fondations en terrain noble. Ou bien il faut excaver, mais il faut absolument que la fondation soit sur rocher pour un barrage en béton. Les principaux inconvénients, le principal, c'est le risque de débordement. S'il y a un débordement, ce qui ne doit évidemment pas arriver, ça risque d'entraîner les matériaux et vraiment de créer des dégâts considérables. Il faut analyser l'air filtration et les pressions interstitielles. Elles doivent être correctement mesurées et surveillées pendant toute la vie du barrage. Quelques plans, quelques dessins donc, du barrage de Nezhra en Géorgie. On a fait le dimensionnement, là maintenant ça remonte à quelques années. C'est un barrage d'une hauteur de 125 mètres, donc un barrage important. Barrage zoné avec un masque en bitume, c'est le barrage de Nezhra. Vous voyez donc la partie centrale qui est faite du tout venant, donc des matériaux qu'on récolte dans les environs. Et puis par contre, sur les parements, il s'agit de l'enrochement. Vous voyez qu'il n'y a pas de noyau central en argile, donc il y a un masque, dans ce cas en bitume.
Vous voyez ici le wall d'étanchéité qui est réalisé partiellement avec des injections et des parois moulées. Et la galerie d'inspection de drainage, donc qui se trouve au niveau de la connexion du masque et du voile. Elle a différentes fonctions, fonctions d'inspection, de drainage, évidemment d'étanchéité, de continuité d'étanchéité entre le masque et le voile d'étanchéité. C'est une région extrêmement sismique. Vous voyez ici la carte des tremblements de terre et des principales failles. Donc, on a dû réaliser des études sismiques extrêmement poussées. L'analyse, évidemment, de la liquéfaction des fondations, les analyses de Seismic Risk Assessment, avec la définition des spectres de projet, le choix des accès du programme, et toutes les modélisations, évidemment, dynamiques, intégration en pas. Voilà. J'en ai fini avec le type de barrage. Très, très rapidement, les composantes principales d'un barrage et de son aménagement, simplement pour que vous puissiez avoir l'œil. Quand vous arrivez dans un site de barrage, vous voyez le barrage, évidemment, mais il y a différentes composantes. La maison du gardien, des locaux techniques. Il y a surtout les organes qui permettent le contrôle des niveaux du réservoir. Les trois principaux sont, le premier, c'est l'évacuateur de crue, évidemment. C'est l'organe de sécurité qui permet d'éviter le débordement non contrôlé d'une retenue. Donc, quand l'eau arrive à un certain niveau, il y a l'évacuateur de crue qui permet d'évacuer l'eau et de ne pas atteindre un niveau de retenue supérieur à un certain niveau défini. En général, il est défini et il est dimensionné pour des crues millénales. Il y a différents types. Ça peut être un évacuateur avec ou sans vanne. En entrée, ça peut être un déversoir à l'air libre sur le barrage en lui-même ou bien en latéral sur les rives. Il peut avoir différentes formes. Krieger, labyrinthe, pick-up power. Je vous montrerai quelques photos simplement très rapidement. Il peut être en galerie et par l'air libre, donc en tunnel, avec éventuellement un seuil latéral ou bien un seuil circulaire en forme de tube. S'il est en galerie, évidemment, il est dans la rive. En sortie, par contre, il y a des ouvrages de dissipation, puisqu'il y a des débits très, très importants qui se déversent sur l'évacuateur de crue. Et donc, il faut penser à des ouvrages de dissipation de type ski jump ou bien des bassins amortisseurs. Deuxième organe, les vidanges de fond, également fondamental. Ça permet la vidange complète du bassin pour effectuer les purges et pour permettre la maintenance. Il permet également d'abaisser le plan d'eau quand il y a une période de danger ou de crue exceptionnelle. Donc, il vient supporter en fait l'évacuateur de crue pour augmenter la capacité d'évacuation. Il permet également, dans certains cas, quand la pratique est autorisée au niveau environnemental, d'évacuer également les dépôts de sédiments. Troisième organe, la prise d'eau. Évidemment, chaque barrage a une fonction. Élever de l'eau vers sa fonction, donc il faut la prise d'eau, qui en général est une conduite. OK, quelques exemples. En fait, nous, au bureau, depuis l'année passée, on a en fait une trentaine de barrages dans les Alpes dont on doit faire la vérification sismique. Ce sont donc des barrages existants qui remontent dans les années 30-50, avant ou après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a toute la documentation. C'est très enrichissant, très intéressant. Vous voyez les plans qui sont en fait dessinés à la main. Là, c'est un petit barrage Poix-Valnègre dans les Alpes, vue en plan, profil en long de la vue aval et coupe transversale. Ici, vous voyez en fait que sur le corps du barrage, en fait, il y a l'évacuateur de crue avec deux grandes vannes verticales qui se soulèvent. L'évacuateur de crue donc, est un déversoir à forme de Krieger.
toujours à l'intérieur du corps du barrage, vous avez la vidange de fond et la prise d'eau. Un autre type de schéma, barrage poids de Creva. Ici, par contre, vous voyez en fait sur son profil qu'il n'y a aucun organe de régulation. Il n'y a pas d'évacuateur de crue, il n'y a pas de conduite. En fait, elles sont dans les rives. Vous le voyez ici, dans la vue en plan, en vue de haut. Vous voyez la vidange de fond. Ici, on est amont du barrage. La vidange de fond, l'évacuateur de crue et la prise d'eau. Quelques images de différents types d'évacuateurs de crue, des crieurs centrales sur le corps du barrage, un évacuateur latéral, il s'agit du barrage d'Europe des États-Unis, labyrinthe, pick-up power et tulipe. Pour les gens du métier, ils reconnaîtront les différentes formules. Voilà. On en arrive au sujet de l'énergie renouvelable, transition écologique et enjeux d'aujourd'hui. Un peu. Ça va? On en est à un bon point. Il y a 6 points, on est au 5e. On est presque. C'est un sujet intéressant, celui-ci, en tout cas. C'est un enjeu d'aujourd'hui. Les barrages participent-ils à la transition? Je vais vous réveiller. Participent-ils à la transition écologique? Oui, évidemment. Sébastien Erpico nous a déjà un peu introduit le sujet. C'est important, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Vous savez, il y a le projet européen de décarbonisation et de décarbonisation de la production électrique, qui est en application de l'accord de Paris en 2015, qui est également mis en œuvre en Italie. Il est mis en œuvre au travers du Plan national intégré pour l'énergie du climat, c'est le PNIEC. Les objectifs nationaux sont fixés pour 2030. En matière d'efficacité énergétique, énergie renouvelable et réduction des émissions de CO2. Comment les barrages participent-ils à cette transition écologique? Justement par le système de centrales réversibles. Donc, on a déjà parlé. Système réversible, pompage, turbinage, bassin inférieur, supérieur, présente en fait les caractéristiques qui sont complémentaires celles des centrales renouvelables non programmables. Comme je vous ai dit, mais je le redis encore, c'est la principale ressource pour le stockage de l'énergie à grande échelle, avec une possibilité d'absorption justement pendant les heures d'ensoleillement ou pendant les périodes de grand vent. Ça accumule l'énergie produite par les autres formes de production. Le territoire italien, grâce à ses caractéristiques géomorphologiques, présente en fait pratiquement dans toutes les régions d'importants réservoirs susceptibles d'accueillir de nouvelles centrales hydroélectriques. Ces réservoirs qui servent actuellement pour de l'approvisionnement en eau potable, industrielle ou bien irrigation, pourraient être complétés, ils ont un potentiel pour être complétés par des installations de pompage. Il s'agit donc de créer une situation où il y a les deux bassins, donc pas uniquement un seul bassin. En général, les situations morphologiques en Italie se trouvent et se présentent. Les deux bassins donc doivent être reliés par une canalisation, une galerie et un tunnel. Un exemple qu'on développe au bureau, il s'agit du complexe hydroélectrique réversible du Talloro 1000 en Sardaigne, toujours Enel Green Power. En fait, il s'agit donc d'un complexe qui existe, qui a été construit dans les années 1960-1978. Il est formé donc de 3 sauts de dénivelé de côte
donc avec 4 barrages et lacs principaux. Tous les réservoirs sont déjà connectés entre eux. Ils fonctionnent déjà en turbinage, donc de l'amont vers l'aval. Le projet, en fait, se focalise sur 2 des lacs, donc sur un sous au niveau des dénivelés. Donc, ce sont déjà 2 barrages existants, 2 lacs existants. Le projet prévoit donc la construction de 2 tunnels. La distance entre les 2 bassins est d'environ 5 km. Il permettra donc et le turbinage et le pompage. Vous voyez ici un profil en long. Donc, vous voyez en fait ces 5 km de tunnels. Il s'agit en fait de travaux d'excavation en galerie, underground. Ici, la prise en amont avec les vannes. Et puis en aval, en caverne, la centrale de production, pompage, turbinage avec ces vannes. Et puis la restitution au niveau du bassin inférieur. Voilà. Alors, j'espère que vous avez déjà quand même compris en partie pourquoi j'aime autant ce métier et pourquoi c'est un peu un défi actuellement, l'importance de bien concevoir les barrages. En fait, c'est un métier qui permet de collaborer avec énormément de disciplines. Moi, je suis ingénieure donc géotechnique géologique, mais quand on coordonne un projet de grand barrage, en fait, on collabore avec, oui, géologie, géotechnique, hydraulique, hydrologie, mécanique, calcul de production hydro, environnement, génie civil, j'en oublie, bien sûr, certainement. C'est un métier où également on a beaucoup de relations en dehors du bureau avec les gestionnaires en eux-mêmes pour comprendre leurs besoins, avec le ministère, avec également les populations. C'est un métier qui permet également d'utiliser des techniques, des technologies très évoluées et qui permet aussi d'aller beaucoup sur le terrain. Les barrages en général se trouvent en fait dans des lieux relativement éloignés de tout. Donc, il faut d'abord l'atteindre, ce lieu de barrage. Et donc, ça vous permet de traverser, quand vous êtes à l'étranger, par exemple, de traverser vraiment des parties de pays encore complètement inexplorées, de rentrer en contact avec les populations locales. Et c'est extrêmement intéressant. Ici, simplement quelques photos très rapidement, disons ici, de technologies qui sont intéressantes. Par exemple, les relevés topo. Les relevés sont faits évidemment pour donner une restitution en 3D. On utilise le drone. Enfin, on travaille évidemment avec les topographes. Hein. Ils travaillent avec les drones. En général, ils ont la technique du lidar ou du laser scan terrestre ou bien du lidar installé sur le drone. Ça nous permet d'avoir une restitution. En italien, on appelle ces points le nuage des points. Je ne sais pas, c'est d'ailleurs pas une traduction en français, mais donc ces banques de données nous permettent ensuite de construire en fait le modèle 3D du barrage. Voilà, un des barrages c'est combiné en nombre. La construction donc du modèle 3D, c'est important sur un barrage étant donné que tout est en 3 dimensions, son fonctionnement, et donc ça permet de comprendre beaucoup mieux les différents comportements et avoir une vision directe de ce qu'il y a à l'intérieur également. On utilise l'Autodesk aussi du 3D et ça nous permet également de faire des renderings. On travaille évidemment avec les laboratoires qui font les modélisations physiques hydrauliques. Dans ce cas, il s'agit, donc sur la gauche, la photo, du barrage de Gourtia, dans le Piémont, qui a un évacuateur de crue latéral et qui a un tout petit évacuateur sur le barrage en lui-même.
Vous voyez donc ici la construction du modèle physique hydraulique et le test. En fait, la modélisation physique avec la modélisation numérique hydraulique, ce sont mes collègues qui s'occupent de ça. Je les observe, je les admire. Ce sont donc des modèles numériques CFD, Multi-Level Flow 3D Hydro. Dans ce cas-ci, en fait, le problème, c'est que l'évacuateur de crue a une capacité qui n'est pas suffisante, donc il faut l'augmenter. Et la solution, c'est justement d'augmenter la section hydraulique au niveau du corps de barrage. Et donc ici, vous voyez les simulations numériques. On fait la même chose évidemment au niveau du comportement structure géotechnique avec des modélisations éléments finis en 3D. C'est le même cas. Alors sur le terrain, on va beaucoup sur le terrain pour suivre les reconnaissances géotechniques, diagnostiques, soit si c'est un site encore vierge d'un barrage à construire, ou bien un barrage existant dont il faut définir les caractéristiques pour les vérifications. Donc, toutes sortes de types de reconnaissance. Ici, par exemple, vous voyez que les opérateurs sont en train de faire de la réfraction, de la géophysique, de la réfraction sismique réfraction entre la galerie et la crête du barrage. Et là, ils sont en train de faire des capotages en fait en paroi, donc avec tout le système de sécurité. Et des capotages également dans les galeries, dans des espaces extrêmement confinés. Il y a également les visites pour l'auscultation et la surveillance. Point extrêmement important. Le barrage donc, est une structure à haut risque. Donc, il doit être extrêmement contrôlé, surveillé. Ils sont surveillés en continu. Il y a toute une série d'instrumentations avec acquisition automatique et lecture en temps réel. Quand on va voir un barrage, on vérifie également manuellement les différentes mesures. Donc, vous voyez, il y a évidemment toutes les mesures topo, les mesures de pression, des sous-pressions des barrages avec des manomètres, la mesure des fissures, la mesure des filtrations, mesure du niveau d'eau. Et voilà, tout ça se fait dans ce genre de contexte. On va sur les parements. On a des galeries, des puits, où on doit mettre également le harnais, les cordes et tout ça. On a des puits ici d'une centaine de mètres de hauteur. Parfois, c'est difficile d'atteindre le barrage. Et voilà, c'est passionnant. Ici, évidemment, une photo de l'année passée, peut-être il y a 2 ans. Juste un dernier mot sur l'environnement. On n'a pas parlé de l'environnement, c'est une composante évidemment essentielle. Un projet de barrage ne se fait pas sans avoir la composante et les spécialités d'environnement. Les barrages actuels ont maintenant une très grande sensibilité. On ne construit plus des barrages qui déportent des populations entières. Donc, il faut prendre toute une série de mesures. On étudie la faune, la flore, l'écosystème. Il faut prévoir des mesures de mitigation. Il n'est évidemment pas question de laisser le cours de la rivière en aval du barrage complètement à sec. Donc, il faut garantir un débit minimal réservé. Il faut également, dans certains cas, prévoir des échelles de remontée des poissons. Avec ce genre de structures qui sont relativement étonnantes, ce sont des études évidemment extrêmement spécialisées qui, en fonction du type de poisson, permettent de reconstruire des conditions telles que le poisson est capable, en fonction du type de poisson qu'il est, de remonter cette échelle. Voilà. Je pense que j'en ai fini. Je pense donc que c'est évident pour tout le monde. L'eau est un bien précieux. C'est un bien précieux pour tous et il doit rester au service des populations locales. Voilà.
si d'avoir eu Oh. J'étais pas très claire. Hein. Non. une grosse à peine. Vous avez vu? Non, c'était niveau timing, c'était bon. Merci d'avoir réussi à résumer Oui. en 1h15 tout le cours de barrage. Moi, je mets ça excellent. C'était un défi, hein, c'est vrai. C'est un défi. Et on a le temps pour des questions, évidemment, qui, on a discuté tout à l'heure, peuvent être techniques, hein, même si Cécile n'a pas eu le temps de rentrer dans le détail. Les questions peuvent être techniques. Qui ouvre le bal. On a quoi? Je voudrais d'abord remercier d'avoir jeune il a peu près 60 ans. Mais ça me fait plaisir. Vous m'avez rappelé les leçons au Kibaning, leçon qui est évidemment beaucoup plus détaillée que ceci. Bien sûr. Vous m'avez rassuré. Par ailleurs, je me suis rendu compte que je n'avais pas trop oublié. Mais les grands principes, ils ne s'oublient pas. Hein. Heureusement. Ma question est la suivante. Vous avez évoqué Oui. la construction par bloc Oui. dans vos barrages. Oui. Et bon, la construction par tranche dans les barrages voûtes. Non, je voulais dire la même chose en fait. C'est également, enfin, par bloc ou par tranche, pour moi, ça signifie la même chose. C'est qu'au niveau de la construction du barrage en lui-même, même si c'est un barrage voûte, Oui. il sera construit par bloc et par plots verticaux. Oui. OK. Donc pour moi, tranche et bloc, ça voulait dire la même chose. Et puis il y a le clavage, évidemment. Il me semblait me souvenir. Oui. Que lorsque j'ai eu ce cours, donc il y a 60 ans, on évoquait, notamment pour les barrages froids, la construction par bloc selon une technique dite de touche en piano. Oui, tout à fait. Est-ce que ça continue à se faire comme ça ou non? Oui, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Ça continue comme ça. Parce que, bon, ben, ça, c'est évidemment technique de réalisation. C'est pour permettre, donc, on travaille en bloc, mais en fait, les blocs se construisent toujours avec des niveaux déphasés, mais on monte quand même avec une certaine progression. Donc, on ne construit pas un seul bloc dans sa complète verticalité, mais on les fait monter au fur et à mesure. Évidemment, ça, c'est simplement pour faciliter la construction en soi. Déjà, simplement pour pouvoir coffrer, parce qu'on peut travailler sur un autre bloc et faire monter le coffrage sur celui où on est présent dans la construction. Donc, de fait, on travaille avec un espèce de système de piano, avec des blocs comme ça, qui montent graduellement. Oui, ça bien sûr, évidemment, mais on coule en fait des épaisseurs qui sont évidemment limitées. On coule des épaisseurs en fait de 75 cm. Et on donne évidemment des prescriptions extrêmement restrictives pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de formation de joints de reprise au niveau du coulage des différentes tranches de béton. Oui. Et au niveau des matériaux béton, oui. Doit-on considérer qu'il y a eu de progrès substantiels entre la période 1960 et aujourd'hui qui influencerait les techniques de construction? Oui. Pas vraiment à ce niveau-là. Au niveau des types de ciment, alors c'est pas vraiment ma spécialité, donc vraiment la réponse précise, je ne vais pas vous la donner, mais quoi qu'il en soit, la fissuration et le retrait restent toujours le grand problème. Et donc, on travaille évidemment sur la chaleur d'hydratation et toutes les mesures qui doivent être mises en place lors du coulage du béton. Donc, refroidir éventuellement, ils utilisent également des chillers pour refroidir les agrégats. Évidemment, ils mettent de l'eau, ils couvrent les réseaux transportateurs. Il y a toute une série évidemment de mesures qui permettent
de limiter le delta thermique et limiter évidemment le retrait. Mais ça reste évidemment un problème. Le barrage de Combinano, dont je vous ai montré pas mal de photos, en fait, il a été commencé il y a une vingtaine d'années. Je ne sais pas si vous l'avez perçu dans les photos. En fait, on voit justement cette construction qui a été interrompue avec justement ces plots qui sont en piano, parce que ça a été interrompu. Il y a eu une très forte crue qui a en fait emporté complètement le chantier, qui a fait également un mort. Et suite à cet événement, en fait, le chantier a été abandonné. Et donc, ce barrage dont on a fait le projet d'achèvement, actuellement, en fait, sur les bases qui sont déjà réalisées, sur les plots qui sont déjà réalisés, il y a déjà des très gros problèmes de fissures. Et donc, dans les travaux de reprise et d'achèvement du barrage, il y a également toute une composante de réinjection de ces plots et de construction d'un parement en amont qui permet de rendre ces bétons étanches qui ne le sont plus. On a fait des essais de perméabilité dans ces bétons et il y a des très forts problèmes de fissuration. Oui. Merci. Quelqu'un d'autre? Deux petites questions. Vous avez parlé de bitume, ce n'est pas spécialement très écologique. Oui, c'est vrai. Je pense que ce n'est pas comme une technologie qu'on va utiliser dans le futur. Je pense que les revêtements dont vous parliez tout à l'heure, bon, peut-être plus. Mais c'est vraiment une autre question. C'est vrai, mais malheureusement, il est absolument nécessaire que ce masque ait des caractéristiques de flexibilité particulières. Et donc, il est utilisé. Oui. C'est toujours utilisé. Oui, absolument. Une autre petite question, si j'ai bien noté, oui. Le barrage de Talaro, c'est ça? Vous disiez, oui, vous vouliez faire du turbinage pompage. Oui. Donc, pour le moment, vous turbinez déjà. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut reconstruire une galerie? Il ne suffit pas de mettre une pompe qui permet de… Oui, bah alors c'est pas évidemment ça dépend des espaces également de la centrale. Bah, il faut créer une centrale à part qui a des caractéristiques complètement différentes. Et donc au niveau des calculs de production, en fait, il a été estimé que si on réalisait une galerie qui puisse travailler en parallèle, ça permettait également en parallèle aux précédentes, ça permettait d'augmenter la production. Merci. Oui, de rien. Vous parlez d'un différentiel de 108 barrages qui a été utilisé en capacité. Oui. Les raisons principales, c'est plutôt la vétusté ou c'est les modifications du régime hydraulique? Non, ce n'est pas la modification du régime hydrologique. Il y a toute une série de raisons. C'est vraiment difficile de les résumer comme ça. Il y a des barrages qui ne sont plus à norme actuellement. Au niveau, par exemple, les vérifications du comportement dynamique sont beaucoup plus restrictives actuellement. Donc, dans ces barrages-là, il y a quand même pas mal de barrages qui fonctionnent, mais avec une capacité réduite, où il y a une limitation en fait de cote de remplissage pour qu'ils restent dans une limite de fonctionnement qui soit vérifiée. Il y a des barrages comme le barrage de Combinano dont la construction a commencé puis ils ont été abandonnés. En Sicile, il y a pas mal de barrages qui sont dans ces conditions-là. Il faut aussi se mettre dans l'idée que le sud de l'Italie n'est pas le nord de l'Europe. Donc parfois, on se retrouve également à aller voir des sites qui sont un peu des désolations pour différentes raisons. Il y a un peu… des barrages qui ont des fissures. Il peut y avoir toutes sortes de problèmes. Mais une chose est sûre, c'est que justement, au niveau national, il y a une très grande attention. Et donc, les barrages qui sont en service sont extrêmement contrôlés. Et c'est également pour ça que certains barrages ne profitent que d'une certaine capacité. Parce qu'on ne laisse pas un barrage en production complète si on n'est pas complètement sûr de son bon état. Oui.
Merci pour cet exposé. C'est sympa de vous revoir quelques années après. Ça me fait plaisir. Ces régulations de barrages, ces reprises, etc., elles sont acceptées par les populations locales ou bien, ça pose pas trop de difficultés sociétales localement et globalement? Non, en général, la population le désire. Hein. Non. En général, si c'est un site déjà qui est déjà a priori destiné à un barrage, les autorisations ont déjà été données au préalable, donc non, ça fait mal à tout le monde de voir un ouvrage qui n'est pas terminé. Donc non, à ce niveau-là, il n'y a pas de gros problèmes. Les plus gros problèmes qu'on rencontre dans le processus d'approbation d'un barrage, c'est avec le ministère de l'Environnement. Et c'est juste que ce soit comme ça. C'est absolument juste que ce soit comme ça, parce que c'est vraiment fondamental d'avoir cette sensibilité à l'environnement. On peut dire qu'il y a certains cas où c'est excessif. Dernière question. Il nous reste à remercier une dernière fois notre oratrice. Merci beaucoup. De coutume, on peut continuer à discuter autour d'un verre dans l'espace.